Le snowboard peut être un sport dangereux, et ces trois idiots sont sur le point de l'apprendre à leurs dépens. Ils sont coincés à 15 mètres du sol sur le flanc d'une montagne glaciale, et il ne leur reste que quelques heures avant de mourir de froid. Et encore, seulement si rien de pire que ça ne leur arrive avant. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment survivre à la remontée mécanique de la mort dans Frozen. Et donc, ce séjour au ski est sur le point de tourner au désastre. C'est la saison de ski dans une station de montagne et ces trois amis se préparent pour leur dernière journée sur les pistes. Ils attendent qu'une vieille dame qui en pince pour Joe prenne la relève à la remontée mécanique. Comme ça, ils pourront monter sans avoir à payer leur abonnement. Mais pour une raison qui leur échappe, elle ne semble pas vouloir se montrer. Et évidemment, le prochain opérateur est un gars qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Mais Dan a toujours un plan. Il veut que sa petite amie Parker use de ses charmes pour qu'il les laisse monter sans passe. Mais elle n'est pas très sûre de pouvoir y arriver. Parker s'approche à contre-cœur du type et commence à exercer sa magie. Mais il est évident qu'il se fiche complètement de ses problèmes. Pour le convaincre, elle invente toute une histoire. Elle est en voyage avec ses copines et a perdu sa carte de crédit. Elle n'a donc pas assez de liquide pour payer tous les tickets. Au début, il ne la croit pas et les autres voient bien que ça ne se passe pas bien. C'est alors que Joe commence à se plaindre du fait que Dan l'ait emmené, déclarant qu'il passe trop de temps avec sa petite amie. Dan se sent un peu offensé, mais ils mettent rapidement fin à leur dispute et à ce moment-là, Parker arrive avec de bonnes nouvelles. L'opérateur a accepté de les faire monter, et son gars est un peu contrarié quand il découvre qu'elle a donné la totalité des 100 $ qu'il lui restait. Mais elle leur fait signe de s'approcher et ils font tous la queue. Le type remarque tout de suite que ses amis, eux, sont en fait des amis mais il garde l'argent et les laisse y aller sans problème. De leur point de vue, ils se disent qu'ils viennent de faire une bonne affaire, mais ils vont vite se rendre compte que venir dans cette montagne était leur plus grosse erreur. Ok, ces trois-là pensent peut-être qu'ils vont passer une journée amusante, mais la vérité, c'est que leur vie est déjà en danger, bien qu'ils ne le sachent pas encore. Débourser leurs 100 derniers $ auprès d'un employé qu'ils connaissent à peine est déjà une mauvaise idée en soi, parce que rien ne l'empêche d'empocher le fric et de les virer ensuite de la montagne. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles acheter ces passes de manière officielle pourrait vous sauver la vie. Les stations n'utilisent pas seulement les abonnements pour s'assurer que seuls les clients payants montent sur la piste. Elles les utilisent également pour savoir combien de personnes se trouvent dans la station. Comme ils n'ont pas acheté leur ticket à la billetterie, il n'y aura aucune trace de leur présence sur les pistes. Et si quelque chose de grave devait arriver, personne ne sera là pour les sauver. Chaque fois que vous pratiquez ce genre d'activité extrême en plein air, il est toujours important de faire connaître vos projets à d'autres. Comme ça, ils pourront envoyer de l'aide si vous rencontrez des difficultés. Et ça pourrait bien faire la différence entre la vie et la mort. La montagne peut sembler un endroit amusant et sûr quand tout va bien. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons de la nature. Et la nature est impitoyable. Comme elles dépendent du froid, les stations de ski fonctionnent presque toujours à des températures glaciales pendant la haute saison. Et celles-ci peuvent régulièrement descendre en dessous de -15, si certains facteurs se conjuguent. Même avec un équipement adéquat, le corps humain n'est tout simplement pas préparé à faire face à ce genre de conditions dans un scénario d'urgence. Et à moins d'être des survivalistes entraînés, ils pourraient mourir en quelques heures à cause du froid. S'ils ne font pas attention, le groupe pourrait facilement se perdre, soit en s'éloignant trop de la piste, soit en se faisant surprendre par une tempête soudaine qui les empêcherait de retrouver le chemin jusqu'à un abri. Et comme ils n'ont pas acheté de billets, personne ne pensera à les chercher. Ça devient encore plus dangereux quand on ajoute le risque de se blesser, parce qu'une cheville cassée pourrait mettre leur vie en danger s'ils ne sont pas capables de retourner en lieu sûr. Et en plus de ça, ces montagnes sont pleines d'animaux sauvages dangereux comme des ours, des loups et des pumas qui pourraient les considérer comme une cible facile. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il est assez simple de rester hors de danger. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est rester ensemble et continuer à suivre la piste entourée d'autres personnes, et tout devrait bien se passer. Je ne me risquerai en aucun cas à explorer des endroits hors des pistes. Mais comme nous allons le voir, ces trois-là ne prennent pas toujours les meilleures décisions. Une fois monté dans le télésiège, Dan remercie sa petite amie de leur avoir obtenu des billets. Et elle lui répond que c'est gentil de sa part de l'appeler bébé pour une fois, faisant remarquer qu'il n'est pas assez romantique dans leur relation. Joe a l'impression d'être de trop et il fait une blague sur le fait que les petites amies sont toujours des emmerdeuses. Mais Dan se contente d'en rire, essayant de ne pas se laisser prendre au jeu. Il le taquine parce qu'il fait toujours du ski alors que tous les jeunes branchés de nos jours font du snowboard. Mais il s'en tient à son choix, soutenant que le snowboard n'est qu'une mode. À ce moment-là, la remontée s'arrête tout à coup et Parker commence à s'inquiéter à cause de la hauteur. Mais ses amis ont déjà vu ça des centaines de fois. Joe prend la situation à la légère et il sautille dans le siège, ce qui fait trembler tout le système. Mais il ne va pas tarder à perdre son sens de l'humour. Dan lui dit de ne pas s'inquiéter en lui promettant que les sièges sont en fait très sûrs. Et la remontée commence à redémarrer.
Quand ils arrivent enfin au sommet de la piste, Dan oblige sa petite amie à mettre un casque pour sa propre sécurité, même si elle trouve ça ridicule. Pendant qu'il se prépare, Joe remarque une jolie fille qui a du mal à attacher ses fixations, et il se précipite pour lui donner un coup de main. Il aide la jeune femme à se remettre debout, et il semble qu'il soit sur le point de conclure. Mais son petit ami arrive et le pousse dans la neige. Elle crie au garçon de se calmer, se présente et s'excuse de l'agression. Puis, elle remercie Joe de l'avoir aidé. Les trois potes dévalent les premières pistes, Parker faisant de son mieux pour les suivre. Le couple semble s'amuser, mais Joe commence à être de plus en plus frustré à chaque fois que la jeune fille les ralentit. Après avoir skié un moment, ils s'arrêtent pour manger une pizza au chalet. Alors que Parker va se servir un verre, les garçons commencent à planifier leur prochain parcours, et Joe mentionne qu'il veut sortir de la piste pour débutants au moins une fois avant de partir. Parker arrive juste au moment où il dit ça, et il est immédiatement gêné de s'être fait griller. Il s'excuse et lui assure qu'elle ne les freine pas. Parker dit qu'elle en a assez pour aujourd'hui de toute façon, mais Dan ne veut pas lui donner les clés du casier et il ne veut pas qu'elle baisse les bras aussi vite. Ils finissent par la convaincre de se lancer encore une fois pour quelques descentes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que celle-ci sera la dernière qu'ils feront. À l'extérieur, ils tombent sur Shannon une fois de plus, et elle annonce à Joe qu'elle et son petit ami ont officiellement rompu. Elle et ses amis reviennent dévaler les pistes le week-end prochain, et ils conviennent de se retrouver. Mais Joe s'éloigne sans vraiment conclure, encore une fois. À la dernière seconde, il se retourne et lui demande son numéro. Seul problème, il n'a ni son téléphone, ni de quoi noter. Il va donc devoir faire de son mieux pour s'en souvenir à l'ancienne. Quand ils arrivent à la remontée mécanique, ils sont contrariés de voir que l'opérateur est déjà en train de fermer pour la nuit. Dan est frustré de ne pas en avoir eu pour son argent. Mais le type met ça sur le compte du mauvais temps, et il dit qu'il ne peut rien y faire. Ils promettent qu'ils ne veulent y aller qu'une dernière fois, et ils mettent tellement la pression au type qu'il finit par craquer. Mais il les prévient qu'ils ont intérêt à faire vite. Sinon, ils auront tous des ennuis. Mais la vérité, c'est que ces trois-là sont déjà pratiquement morts. Alors qu'ils montent, un autre employé arrive et dit au gars que le patron a besoin de le voir immédiatement. Il laisse les clés, se précipite vers le bureau et confie à son collègue le soin de prendre le relais, précisant qu'il y a encore 3 personnes qui doivent descendre avant qu'il puisse fermer. Les 3 amis discutent sur leur siège de ce qu'ils vont manger en rentrant chez eux, et l'opérateur remarque 3 personnes en train de descendre, alors il arrête toute la remontée mécanique pensant que les pistes sont vides désormais. Mais le télésiège s'arrête tout à coup à mi-chemin. Les 3 amis ne s'en rendent pas encore compte, mais ils sont à présent prisonniers à 15 mètres du sol dans le froid glacial, et personne ne viendra les sauver. Ok, temps mort. Et c'est exactement pour ça que les vrais skieurs ne disent jamais que c'est leur dernière descente. Ces 3-là sont sur le point de réaliser qu'ils sont complètement foutus. Et ils ne seraient jamais dans cette situation s'ils n'avaient pas demandé à monter une dernière fois. Ils étaient tellement concentrés sur le fait de rentabiliser leur investissement qu'ils ont confié leur vie à un type qu'ils ne connaissaient pratiquement pas. Et s'il est prêt à enfreindre les règles de sécurité pour les laisser entrer, alors c'est pas vraiment la personne la plus digne de confiance. Maintenant, tout le domaine skiable est fermé. Ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver seuls là-haut. Et en plus de ça, il a essayé de les prévenir que le mauvais temps allait arriver. Rester coincé dans une tempête de neige au sommet d'une montagne peut facilement être synonyme de mort pour quiconque n'est pas un expert en survie. Et personnellement, je préférerais rentrer chez moi avant l'heure plutôt que de ne plus jamais skier de ma vie. À présent, ils sont coincés sur le flanc de la montagne sans aucun espoir qu'on vienne les aider. Et la situation pourrait devenir mortelle en quelques heures seulement. Normalement, nous nous inquiéterions d'abord pour l'eau, parce qu'on ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent boire l'eau contenue dans les glaçons. Mais la mauvaise, c'est que le froid les tuera avant la déshydratation. La station de ski est située quelque part dans les montagnes de la Nouvelle-Angleterre, à une altitude de 1500 mètres. En hiver, la température nocturne moyenne à cette altitude varie entre -12 et -6 degrés Celsius. Mais durant les nuits très froides ou pendant les tempêtes, elle peut facilement descendre encore plus bas. Ces régions sont également affectées par des vents violents et avec le refroidissement causé par la vitesse du vent, la température ressentie peut chuter encore davantage, ce qui veut dire que la température ressentie sera de -28 degrés. Le corps humain n'est tout simplement pas fait pour survivre dans de telles conditions, et une exposition prolongée à des températures aussi glaciales peut rapidement entraîner une hypothermie. En 1 heure seulement, le froid peut faire chuter leur température corporelle à un niveau si bas qu'ils perdront connaissance et finiront par mourir. La peau exposée comme le visage et les mains est également menacée par les gelures, qui ne prennent que quelques minutes à se former et peuvent être si graves qu'elles peuvent entraîner la perte d'un membre entier. Leur équipement offre une certaine protection pour les conditions diurnes, mais il ne leur permet pas de supporter des températures glaciales toute la nuit.
Cela dit, la meilleure chose qu'ils puissent faire maintenant est de se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer, tout comme les manchots en Antarctique. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que le partage de la chaleur corporelle est un des moyens les plus efficaces de se prémunir contre l'hypothermie. Ils doivent se serrer et utiliser leurs bonnets et leurs écharpes pour couvrir le plus de peau exposée possible. Et ils peuvent se relayer pour crier et utiliser leur bâton de ski pour agiter des vêtements réfléchissants en l'air. Ce qui devrait, espérons-le, attirer l'attention de quelqu'un. Le groupe pourrait facilement marcher jusqu'au refuge en descendant de là. Mais ils sont coincés à 12 ou 15 mètres du sol. Essayer de descendre par leurs propres moyens pourrait être dangereux. Alors pour l'instant, ils vont devoir rester blottis les uns contre les autres tout en appelant à l'aide et garder les choix les plus désespérés pour plus tard. Au début, ils pensent qu'il s'agit d'une interruption ordinaire et Joe commence à raconter des blagues pour passer le temps. Pour une raison que j'ignore, Dan commence à imaginer les pires façons de mourir. Et il dit que sa plus grande peur est de se faire dévorer par des animaux sauvages. Pas du genre attaque soudaine de requins, mais plutôt de se faire mettre en pièces par une bête féroce. Ses amis ont d'autres idées. Parker pense que c'est mourir brûlé vive. Et Joe pense que ce serait tomber dans la fosse du Sarlacc de Star Wars. Et ils comprennent beaucoup mieux pourquoi il n'a toujours pas de petit ami. Juste au moment où il commence à se demander pourquoi ça prend autant de temps, les lumières de toute la station s'éteignent tout à coup, et ils se rendent compte que quelque chose a du mal tourner. Parker commence immédiatement à paniquer, convaincu que les employés ont dû les oublier. Mais les garçons ne sont pas encore prêts à céder à la panique. L'opérateur du téléphérique devrait savoir qu'ils sont toujours là-haut, donc la seule explication que trouve Dan, c'est qu'il doit y avoir une panne de courant. Il espère que quelqu'un viendra à leur secours, et si c'est pas le cas, il dit qu'il sautera tout simplement. Mais bientôt, il va se rendre compte qu'ils sont complètement cuits. Plus Parker commence à paniquer, plus les choses deviennent embarrassantes, alors que Dan n'arrête pas de lui dire de se calmer. À ce moment-là, ils se souviennent que c'est dimanche et que la montagne n'est ouverte que le week-end, ce qui veut dire qu'ils pourraient être coincés ici jusqu'à la fin de la semaine. Les garçons la rassurent en lui disant que ça ne peut pas arriver, mais la vérité, c'est qu'ils sont tous les deux dans le déni. La jeune fille décide de prendre les choses en main et se met à hurler dans le noir pour appeler à l'aide. Mais les problèmes s'aggravent quand une énorme tempête semble prête à éclater dans le ciel. Joe dit qu'il a besoin de pisser, mais Parker lui hurle dessus parce qu'il a touché à la barre de sécurité. Et elle lui dit qu'elle se sent beaucoup plus à l'aise quand elle est baissée. Juste au moment où il est sur le point de se libérer, les nuages commencent à déverser d'énormes quantités de neige directement sur leur tête. Et le vent se lève au point que des milliers de petits glaçons leur piquent le visage. Mais ils ne peuvent rien faire d'autre que rester assis là et se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer. Ils passent un certain temps à attendre de l'aide, quand tout à coup, le faisceau lumineux d'un phare illumine la neige. C'est un ouvrier, et une dameuse passe juste sous le télésiège, alors ils pensent que c'est peut-être leur chance de s'échapper. Le groupe commence à crier à l'aide lorsque la dameuse s'arrête juste en dessous d'eux, mais l'ouvrier ne les a visiblement pas encore remarqués. À l'intérieur, il reçoit un appel radio lui indiquant que l'employé qu'il allait chercher n'a plus besoin de transport. Alors il enclenche la marche arrière et commence à retourner en direction du lodge. Pris de panique, tout le groupe se met à jeter ses skis et son matériel devant le véhicule. Mais à chaque fois qu'il se retourne pour jeter un œil, il ne voit rien. Les autres commencent à lui faire des signes et à crier pour attirer son attention. Mais ils ne peuvent rien faire quand leur seul espoir de sauvetage fait marche arrière et repart, les laissant une fois de plus coincés ici dans la montagne. Ok, temps mort. Mec, tu parles d'un fiasco. Ce type était leur dernier espoir de sortir d'ici vivant et il aurait été absolument impossible pour moi de le laisser partir sans nous remarquer. À peine s'est-il arrêté qu'ils ont carrément arrêté de crier et ils sont restés assis là en pensant que la journée était sauvée. Mais si ça avait été moi, j'aurais pas été satisfaite tant que je ne l'aurais pas vu sortir du véhicule et utiliser sa radio pour appeler des putains de secours. Le groupe avait des tonnes d'options ici sur ce qu'ils auraient pu faire différemment. Tout d'abord, ça ne leur coûtait rien de simplement commencer à gueuler, mais ils devaient s'assurer qu'ils pourraient les entendre malgré le bruit de son moteur. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils auraient dû se coordonner pour crier le plus fort possible en même temps, et continuer à le faire encore et encore jusqu'à ce qu'ils les remarquent. En criant ensemble, le son de leurs 3 voix se serait amplifié au lieu de s'annuler. Il n'a peut-être pas levé la tête assez haut pour les voir, mais la lumière de ses phares éclairait tout le versant de la colline. À ce moment-là, ils auraient dû prendre une surface réfléchissante comme le masque de Joe et l'attacher à un des bâtons de ski, en le faisant pendre devant le champ de vision du conducteur. Il lui aurait été impossible de manquer le reflet de la lumière, et ils auraient pu retourner au chalet, chercher des couvertures et du chocolat chaud en un rien de temps. Le dernier recours aurait été de commencer à jeter des objets, mais il ne fallait pas attendre qu'ils s'éloignent déjà. Les bâtons de ski de Joe ont la forme d'un javelot, alors dès qu'il s'est arrêté sous le télésiège, j'en aurais jeté un avec la puissance de Thor directement sur le toit de son véhicule pour qu'il ne puisse pas nous rater.
Maintenant, avec le mauvais temps qui s'installe et le fait que personne ne reviendra à la montagne avant une semaine, ils n'ont aucune chance de survivre ici aussi longtemps. C'est tout simplement impossible. Alors ça signifie qu'ils vont devoir trouver un moyen de descendre de cette remontée par eux-mêmes. Et j'ai quelques idées sur la façon dont ils pourraient le faire. Mais voyons d'abord quelles idées eux ont bien pu trouver. Plusieurs heures passent avant que la tempête ne s'arrête enfin, ce qui a fait chuter la température à un niveau si bas que des glaçons ont commencé à se former sur le siège. Joe essaie toujours de les distraire avec des blagues, mais la réalité s'installe lentement. Personne ne viendra les sauver, et c'est alors que Dan décide qu'il est temps d'élaborer un nouveau plan. Il sait qu'ils ne pourront pas survivre là-haut toute la semaine, alors il décide que leur seul espoir est que l'un d'entre eux saute et aille chercher de l'aide. Mais il n'y a aucune garantie qu'ils survivront à la chute. Parker enlève un gant et le laisse accidentellement tomber dans la neige. Ce qui fait que son petit ami remarque qu'elle a des engelures sur le visage. C'est le dernier indicateur dont il avait besoin pour se lancer. Alors il soulève la barre de sécurité et se prépare à sauter. Ses amis essaient de lui dire d'attendre encore un peu, mais il est convaincu que c'est leur seul espoir de survie. Et après avoir admis à quel point il est terrifié, il détache sa planche et saute du télésiège. En une fraction de seconde, Dan fait une chute de plus d'une dizaine de mètres, et ses os se fracturent à travers sa peau au moment où il touche le sol. Nom de Dieu, mec! Quand il veut se redresser, il se rend compte avec horreur que ses deux jambes sont complètement explosées. Et à première vue, il semble qu'il ne pourra pas aller chercher les secours de sitôt. Il crie aux autres qu'il ne peut pas bouger, et Parker commence déjà à se préparer à voler à son secours. Mais il la prévient de rester sur la chaise quoi qu'il arrive. Il hurle à l'agonie, et ne peut rien faire d'autre que de crier à l'aide. Mais à ce moment-là, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Parker essaie de lui lancer une écharpe pour arrêter le saignement, mais elle rate son lancer et l'écharpe reste coincée dans un arbre. Joe jette alors la sienne lui aussi, et elle atterrit juste à côté des pieds de Dan, mais ses jambes sont tellement mutilées qu'il lui est presque impossible de l'atteindre. Malgré la douleur, il parvient enfin à l'attraper, et il utilise l'écharpe pour se faire un garrot douloureux autour de la jambe. Puis, il utilise la cordelette d'un de ses gants pour atteindre l'autre. Mais s'il pense que ses ennuis sont terminés, il va avoir une grosse surprise. En levant les yeux, Joe se dit qu'il pourrait peut-être grimper le long du câble et descendre à un autre endroit. Le seul problème, c'est que c'est pas vraiment un athlète, et que les câbles sont extrêmement coupants. Il a peur de ne pas y arriver, mais Dan le rassure en lui disant qu'il lui suffit d'atteindre un pylône et de descendre le long de l'échelle. Ça semble être leur meilleure chance de survie, alors Joe accepte nerveusement d'essayer. Mais voilà qu'ils entendent des hurlements dans les bois tout autour d'eux. C'est une meute de loups, et Dan commence à supplier ses amis de lui sauver la vie, redoutant que ses pires cauchemars ne soient sur le point de se réaliser. Parker essaie de le distraire avec une blague, mais son petit ami est absolument terrifié, et Joe se prépare à grimper. Il essaie nerveusement de se mettre debout sur le dossier du télésiège, mais il glisse presque instantanément parce qu'il est recouvert de glace. Leur seule option est de la faire tomber avant, mais les morceaux atterrissent directement sur la tête de Dan. Et quand il lève les yeux, il se rend compte tout à coup qu'il est face à un énorme loup. Ok, temps mort! Et merde, qui a laissé sortir les chiens? C'est pas vrai? Maintenant, avant d'aborder ses options, je pense qu'il est important de souligner que c'est à 100% de sa faute. Regardez son comportement quand il a sauté de la remontée mécanique. Il a plongé sans hésiter comme s'il sautait du plongeoir de la piscine municipale, alors qu'il s'apprêtait à faire une chute de 15 mètres dans la neige tassée. Le point de rupture moyen pour les os des jambes comme le fémur, le tibia et le péroné est d'environ 4000 à 5000 newtons de force. Et ça équivaut à une chute d'environ 3 à 3,50 m seulement dans des conditions normales. Ce gars-là s'est laissé tomber d'une hauteur au moins 4 fois supérieure. Et il n'est pas nécessaire d'être diplômé en anatomie humaine pour prédire que sauter d'une telle hauteur ne se terminera pas bien. Il aurait dû se laisser tomber en s'approchant le plus possible du sol avant de sauter. Joe aurait pu agripper son snowboard et s'en servir pour faire descendre Dan. De cette façon, ils auraient pu le rapprocher beaucoup plus du sol avant qu'il ne tombe. Bon, je sais, c'est pas un plan parfait, mais c'est beaucoup mieux que de se laisser tomber en espérant que tout ira bien comme il l'a fait. Comme si se briser les deux jambes n'était pas encore assez grave, on dirait que Dan vient de se faire un nouveau copain. Un loup gris adulte. Ces toutous sont la plus grande espèce de loup au monde, avec un poids dépassant régulièrement les 65 kg et une longueur de près de 1,80 m du museau à la queue. Leur morsure est suffisamment puissante pour broyer des os, et ils peuvent maintenir une vitesse de plus de 40 km/h même sur de longues distances, ce qui en fait un des seuls prédateurs que les humains ne peuvent pas battre en termes d'endurance. Dan ne pourra plus aller nulle part avec ses deux jambes cassées. Ça veut dire que leur seul choix est de tenir bon. Voici donc exactement ce qu'ils doivent faire. Vu qu'il est blessé, les loups vont voir en Dan une proie facile. Mais comme ce sont des chasseurs en meute, ils respectent naturellement les autres groupes bien organisés.
Cela étant dit, les autres doivent tout de suite commencer à crier et à jeter des objets sur le loup pour essayer de l'effrayer. Dan peut attraper son snowboard derrière lui et l'utiliser à la fois comme arme et comme bouclier pour défendre des zones vitales comme son cou. Le premier loup est probablement juste un test pour voir à quel point ils sont forts. Donc même s'il parvient à l'effrayer, il devra tout de même se tenir prêt au cas où il reviendrait. La bonne nouvelle, c'est que Parker a un briquet. Et si elle le jette à Dan, il pourra utiliser tous les matériaux combustibles qu'ils ont pour essayer d'allumer un feu. S'il parvient à en allumer un, non seulement ça le tiendra au chaud, mais ça agira aussi comme feu de détresse et effraiera naturellement la meute de loups, ce qui pourrait l'aider à rester en vie jusqu'à ce qu'il soit secouru. Dan est assis là, terrifié, alors que le loup grogne vers lui, conscient qu'il n'a aucune chance de pouvoir s'échapper. Heureusement, Parker jette son snowboard au sol à la dernière seconde, effrayant ainsi le loup qui s'enfuit dans les arbres. Ils peuvent encore l'entendre hurler au loin. Ils savent donc qu'il n'est pas encore parti, mais il semble que leur ami soit hors de danger, du moins pour l'instant. Dan est reconnaissant d'être en vie, mais il est terrifié à l'idée que les animaux puissent revenir à tout moment. Ses amis sur le télésiège ne vont pas beaucoup mieux, et les engelures de Parker s'aggravent rapidement. Alors il décide que leur seul espoir est que Joe tente encore une fois de descendre. Nerveux, il grimpe sur le haut de la chaise et tend la main pour attraper le câble, mais ses pieds glissent avant qu'il ne soit prêt mentalement. La distance entre lui et la chaise suivante est longue, et le câble tranchant comme une lame de rasoir commence à déchirer ses gants. Mais il ne fait que quelques mètres avant que tout bascule. Il entend un bruit dans les arbres et commet l'erreur de regarder en bas. Mais c'est pas la chute qui lui fait peur. Il revient lentement en arrière et remonte rapidement sur le siège, sans expliquer ce qui ne va pas. Et quand Parker regarde en bas, elle est horrifiée de voir que les loups sont revenus. Cette fois, c'est une meute entière de loups qui grogne et qui tourne autour de Dan. Et ils savent tous les trois qu'il est définitivement dans la merde. Il est terrifié, alors il baisse son bonnet sur ses yeux et crie à Joe de ne pas laisser sa petite amie regarder au moment où les loups se rapprochent de lui. Puis tout à coup, il se met à le mettre en pièces sous les yeux de ses amis, qui ne peuvent que l'écouter hurler quand il se fait dévorer vivant. C'est une mort effroyable. Et quand il arrête enfin de crier, la meute pousse un hurlement à glacer le sang pour célébrer sa victoire. Ça fait un skieur de moins, et il n'en reste que 2. Ok, temps mort. Merde, Daniel. Bon, j'avoue, je crois que ça prouve que tu avais raison sur toute la ligne. Se faire dévorer par des animaux sauvages, c'est vraiment la façon la plus horrible de mourir. Tes amis sont venus jusqu'ici pour tester leurs nouveaux équipements. Mais maintenant, ils vont tous repartir avec un stress post-traumatique. Quant à toi, il n'y a plus qu'une chose à dire. Dan, mon pote, on dirait que tu as m***. Je pense que le plus honteux dans toute cette histoire, c'est que c'est seulement arrivé parce que tu étais fauché et que t'avais pas les moyens de payer toi-même ton ticket. Bon sang, remets-toi en question. Si t'avais juste sorti le fric, t'aurais pu skier toute la journée avec un ticket normal, et tu n'aurais jamais eu à te soucier de toutes ces magouilles douteuses. Mais au lieu de ça, tu as fait en sorte que ta pauvre petite amie flirte avec le préposé aux remontées mécaniques, et comme si c'était pas déjà assez gênant, tu t'es ensuite fâché contre elle parce qu'elle lui avait donné trop d'argent. Fais pas ton difficile, mec. T'as pu faire tes descentes et tu t'es bien amusé. Alors tu aurais dû rentrer chez toi heureux sur le coup. Mais non, t'as voulu faire une dernière descente, même si la piste était officiellement fermée et que le type vous a dit qu'un blizzard allait arriver d'une seconde à l'autre. Je veux dire, comment pouvais-tu être aussi stupide ? Après que les remontées mécaniques se soient bloquées, il a fallu des heures de dispute avec ta petite amie pour que tu intègres enfin qu'il s'agissait vraiment d'une question de vie ou de mort. Et quand tu as enfin décidé de faire quelque chose, c'était ça ton plan. Mais à quoi tu pensais, mec? T'as oublié que t'as pas le squelette en adamantium de Wolverine ou quoi? Essaie peut-être de descendre un peu plus bas avant de te laisser tomber de 15 mètres sur tes chevilles. Honnêtement, t'étais probablement mort avant même que les loups n'arrivent. Mais leur apparition n'était que la nature elle-même qui venait enfoncer le dernier clou sur ton cercueil. Je peux te dire une chose. Liam Neeson aurait arraché les os cassés de ses propres jambes et les aurait utilisés comme des nunchakus dans une situation comme celle-ci. Mais t'avais clairement pas le même mordant en toi. Et maintenant, ce sont les chiens qui t'ont en eux. Alors désolé, Dan, mais tu as juste merdé. Le cœur brisé, Parker hurle de rage à la mort de son petit ami. Mais ils ne peuvent rien faire d'autre que de rester assis en silence et de réfléchir à toutes les raisons qui ont fait que ça a mal tourné. Joe finit par expliquer que le câble a déchiré ses gants. Mais honnêtement, elle ne se soucie plus tellement de sa sécurité sur le moment. Elle est davantage frustrée par le fait qu'il ait laissé Dan prendre le risque de sauter alors qu'il savait que la chute était bien trop haute. Mais Joe lui rappelle que c'était son idée de sauter depuis le départ et qu'elle n'a pas essayé de l'arrêter non plus. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer, ben c'est eux deux. En plus, ces deux garçons ont été les meilleurs amis du monde toute leur vie. Donc ce qui s'est passé fait tout aussi mal à Joe. Mais la situation devient tendue quand Parker dit que c'est lui qui aurait dû essayer à sa place. Joe rétorque qu'il n'aurait jamais été dans cette situation si elle n'avait pas été là.
Et c'est suffisant pour que Parker finisse par fondre en larmes. Mais quand elles se mettent à pleurer, ils comprennent enfin qu'ils sont tous les deux des idiots. Leur seul espoir de survivre à cette épreuve est de rester soudés. Alors ils se blottissent l'un contre l'autre pour se réchauffer et tentent d'élaborer un nouveau plan. Comme ils n'ont rien d'autre à faire que de tuer le temps, ils repensent au numéro de téléphone de cette fille, Shannon. Et Joe se prend à rêver de l'épouser un jour et de fonder une famille avec elle. Il est peut-être un peu tôt pour plaisanter sur son brillant avenir alors que le petit ami de Parker gît mort en bord de piste. Mais au moins, ils ont une vision positive des choses pour une fois. Ils débattent un moment sur le nom qu'ils choisiraient pour son chien. Comme si Dan n'avait pas été dévoré par des canidés quelques minutes plus tôt. Mais ça rappelle à Parker son propre toutou à la maison. Elle commence à se sentir triste à cette pensée, craignant que le chien ne meure de faim avant que quelqu'un ne la trouve. Mais Joe la rassure en lui disant que les voisins l'entendront aboyer. Il a même l'air de penser que ça n'a pas vraiment d'importance de toute façon, parce qu'ils vont tous les deux s'en sortir vivants. Au moins, ils restent optimistes. Et tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant, c'est se blottir l'un contre l'autre et essayer de dormir. Le soleil s'est déjà levé quand ils se réveillent, mais ils sont tous les deux restés à l'extérieur des heures durant, et le froid n'a pas disparu pendant leur sommeil. Parker se réveille la première, mais quand elle ouvre les yeux, la première chose qu'elle voit, c'est sa main sans gants. Elle est devenue aussi blanche qu'un squelette, et sa paume est gelée et collée à la barre de sécurité métallique. Incapable de bouger ses doigts, elle doit se déchirer douloureusement toute la première couche de peau pour libérer sa main, soulevant son épaule de quelques centimètres à la fois, jusqu'à ce qu'elle finisse par réussir à la dégager. Quand elle regarde sa paume, elle voit qu'elle est complètement écorchée, et le son de ses gémissements finit par réveiller Joe. En ce qui le concerne, il semble avoir eu de la chance, et il espérait au réveil que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais un coup d'œil à Parker lui montre que le danger est toujours bien réel, et son état est déjà très préoccupant. Les engelures sur son visage ont encore empiré, et maintenant Parker ne les sent même plus. Inquiète, elle tend la main pour toucher la croûte, mais il l'en empêche en lui disant que la peau se décollera si elle le fait. Ils sont conscients que Joe est également atteint de gelure, et il promet de les emmener tous les deux à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour l'instant, il semble qu'ils soient toujours coincés dans la même position qu'avant. Ok, temps mort. Ils ont réussi à survivre à la nuit, mais vu comment les choses se passent, je ne m'attends pas à ce qu'ils tiennent encore très longtemps. Le bon côté des choses, c'est qu'il fait jour maintenant. Ça veut dire qu'il fait plus chaud et qu'il y a donc plus de chances que quelqu'un passe par là. Ouais. La première chose que je ferai maintenant, c'est de recommencer à crier à l'aide toutes les minutes environ. Après tout, ça ne leur coûte rien, à part un peu d'énergie. Et si vous avez vraiment de la chance, quelqu'un vous entendra peut-être. Ils peuvent aussi attacher un morceau de tissu de couleur vive au bâton de ski, comme un morceau déchiré de la veste de Parker, et l'agiter dans les airs comme un drapeau. Comme ils ont un briquet, ça ne peut pas faire de mal de vérifier s'ils ont des matériaux inflammables dans leur poche, et d'essayer d'allumer un feu, parce que la fumée pourrait attirer l'attention de quelqu'un. Le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rester assis là à attendre indéfiniment. Ils ne survivront probablement pas une nuit de plus. Alors maintenant qu'il fait jour, ils doivent se remettre à travailler sur leur plan d'évasion. Nous avons vu comment le plan de Dan consistant à sauter a fonctionné pour lui, et essayer de remonter le long du câble ne semble pas beaucoup mieux. S'ils s'en tiennent au plan de sauter, ils doivent utiliser toutes les ressources à leur disposition pour mettre toutes les chances de leur côté. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont le bâton de ski de Joe. En moyenne, ces bâtons mesurent entre 1,20 m et 1,50 m de long, et peuvent supporter une force d'environ 68 kg avant de commencer à plier. Parker est mal en point, mais c'est quand même la plus légère des deux, alors voilà ce qu'il devrait essayer. Joe doit s'allonger avec les pieds bloqués derrière le siège, de sorte que sa taille soit au bord de l'assise et que son torse pende dans le vide. Il doit ensuite se suspendre au bord avec le bâton de ski dans les mains et tendre les bras aussi loin que possible. Pendant qu'il s'accroche, Parker doit l'utiliser comme une échelle humaine pour descendre, en s'accrochant jusqu'à ce qu'elle atteigne le bas du bâton de ski. Puis, les bras tendus aussi loin que possible, ils pourront se rapprocher d'environ 6 mètres du sol avant qu'elle ne tombe. La clé à partir de là sera de tomber avec les genoux légèrement fléchis et les bras repliés près du corps. Quand elle touchera le sol, elle devra permettre à son corps de rouler en répartissant la force sur tout son corps au lieu de la concentrer sur ses chevilles. Si elle le fait correctement, elle pourra peut-être éviter une blessure grave. Et tout ce qu'il lui restera à faire sera de descendre la montagne en courant pour chercher de l'aide. Joe a l'espoir qu'un nouveau jour qui se lève signifie que de l'aide va arriver. Soit quand un ouvrier de maintenance passera par là, soit quand quelqu'un chez eux remarquera qu'ils ont disparu. Il essaie de crier à l'aide, mais il semble que personne ne puisse les entendre. Alors il revient à l'idée de descendre le long d'un des pylônes. Inquiète, Parker n'est pas encore prête à voir un autre ami mourir, et elle le persuade d'attendre les secours encore un peu.
Quelques heures passent sans que personne ne vienne. Et Parker ne s'est pas soulagée depuis qu'ils sont coincés là. Elle commence à pleurer de honte quand elle n'arrive plus à se retenir. Et quand elle lève la main pour essuyer ses larmes, elle arrache accidentellement un gros morceau de sa peau gelée. De son côté, Joe finit par vite se rendormir. Après avoir cuit au soleil pendant des heures, Parker demande pourquoi il n'a jamais eu de petite amie sérieuse. Et Joe admet qu'il en a eu une pendant sa première année à l'université. Ils partageaient les mêmes goûts en matière de musique et de films, et il avait l'impression que leur relation était vouée à durer. Mais il ne lui a pas encore dit pourquoi ils ont rompu. En fin de compte, il s'est avéré qu'elle était plus intéressée par un autre garçon. Un jour, alors qu'il déjeunait à la cafette, il l'a vu jeter des regards en coin au type qui se trouvait derrière lui. Quand il a regardé autour de lui, il s'est rendu compte que tout le monde se moquait de lui, et il a rompu avec elle couvert de honte. Il regrette aujourd'hui de ne pas s'être battu. Et le pire, c'est qu'elle sort avec l'autre type depuis. La conversation ravive les mauvais souvenirs de ce qui est arrivé à Dan, et il décide de raconter une histoire drôle pour aider Parker à se sentir mieux. Quand ils étaient plus jeunes, Dan était un gamin assez impopulaire, qui était terrifié le jour de la rentrée des classes. Leur instit lui avait dit de s'asseoir avec un ami, et il avait désigné Joe, même s'il ne le connaissait pas. Et à partir de ce jour-là, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Refusant de laisser son pote mourir en vain, Joe décide de tenter de rejoindre le pylône une dernière fois. Il prend son courage à deux mains, grimpe rapidement au sommet du siège et s'agrippe au câble. Mais en montant, il fait accidentellement tomber un boulon, ce qui fait vaciller tout le télésiège. À présent, il doit absolument réussir à grimper. Il commence donc à y aller une main à la fois, alors que les câbles lui déchirent la peau à chaque centimètre. Et comme si les choses n'étaient pas déjà assez difficiles, voilà que les loups reviennent pour un autre festin. En regardant vers le bas, ils se rendent compte que la meute de loups attend juste que l'un d'entre eux tombe. Et le seul choix de Joe est de continuer jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le télésiège suivant. Il manque de peu de se louper, mais même après y être arrivé, il a encore un peu de chemin à faire. Et les loups sont rassemblés en bas. Comme il aura besoin d'une arme, il dit à Parker de lui lancer le bâton de ski pour qu'il puisse s'en servir pour se défendre. Mais la chaise est si instable qu'elle rate son lancer, et le bâton atterrit beaucoup plus loin qu'il ne l'avait espéré. N'ayant pas d'autre choix, Joe se faufile péniblement le long de la section suivante du câble jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à l'échelle. Il est soulagé d'être arrivé jusqu'ici, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant d'être enfin en sécurité. Il descend jusqu'en bas et les loups l'encerclent dès qu'il touche le sol. Le temps qu'il attrape le bâton de ski, il est déjà trop tard. Un des animaux lui attrape le bras, mais il parvient à le repousser d'un coup de bâton dans la nuque et se remet debout juste au moment où le reste de la meute se rapproche. Il se précipite vers le snowboard, s'assoit dessus comme sur un traîneau et dévale la montagne avec tous les loups à ses trousses, laissant Parker seul là-haut à attendre les secours. Ok, j'espère que Joe est un très bon pilote de luge. Sinon, je compte pas le revoir dans la suite. Mais grâce à son sacrifice, Parker pourrait bien avoir sa meilleure chance de s'échapper. Nous venons de voir de nos propres yeux qu'il est possible de s'agripper au câble. Et même avec sa main blessée, c'est toujours mieux que de rester assise là à attendre la mort. Si elle essaie de tenter le coup, Parker peut utiliser un vêtement comme son bonnet ou son écharpe pour envelopper sa main blessée pendant qu'elle essaiera d'avancer en suspension le long du câble. Ce ne sera certainement pas facile, mais c'est peut-être sa seule option. Sinon, elle devra essayer de se laisser tomber avec le siège. Maintenant que la fixation est desserrée, elle peut le faire basculer d'avant en arrière jusqu'à ce que le fauteuil entier tombe. C'est arrivé dans une station de ski du Maine en 2010, quand un télésiège est tombé du câble et a plongé de 9 mètres vers le sol. 8 personnes ont été blessées, mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Si elle s'allonge sur le coussin, elle peut utiliser la structure du fauteuil pour absorber la majeure partie de l'impact. Évidemment, ils ne sont pas conçus pour ça. Mais ce serait toujours mieux que de tomber sans rien pour amortir la chute. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle aura touché le sol, elle devra rapidement attraper son snowboard et le bâton de ski restant et les utiliser pour se défendre si elle a des ennuis. Heureusement, les loups ont sûrement déjà pris 2 bons repas, donc si elle agit rapidement, elle pourra se servir de Joe comme bouclier de viande pendant qu'elle en profitera pour s'échapper. Les heures passent et Parker reste assise là à attendre de l'aide. Quand elle regarde en bas, elle voit des morceaux du corps de son petit ami joncher le sol enneigé. Au bout d'un moment, elle finit par s'endormir. Et quand elle se réveille, elle se rend compte que c'est déjà le lendemain matin. À ce stade, elle risque de mourir à cause des gelures. Et vu le temps qui s'est écoulé, il semble évident que Joe n'a pas survécu. Quand elle lève les yeux, elle s'aperçoit que la fixation est dangereusement desserrée. Et c'est qu'une question de temps avant que le télésiège entier ne dégringole dans la pente. La jeune fille commence à paniquer, se demandant comment elle pourrait s'en sortir, jusqu'à ce qu'elle décide finalement qu'elle doit essayer de sauter. Au moment où elle commence à descendre, la fixation se désolidarise tout à coup, et le siège entier tombe droit vers le sol.
Heureusement, le câble résiste suffisamment longtemps pour éviter l'impact, mais il finit quand même par casser, ce qui fait tomber Parker au sol, ainsi que le télésiège. La chaise se fracasse directement sur sa cheville, fracturant ses os et lui coinçant le pied en dessous. Mais elle parvient à le dégager et commence à ramper pour trouver son salut. Elle glisse le long de la colline comme un pingouin et finit par atteindre une clairière au milieu des arbres où elle découvre avec horreur une scène d'une atrocité sans nom. Les loups sont à moins d'1,50 m d'elle et ils sont occupés à se régaler de ce qui reste de Joe. Ça fait 2 skieurs en moins et il n'en reste qu'une. Par chance, il semble que ses toutous soient déjà repus et elle se sert de lui comme bouclier de viande pour continuer son chemin tranquillement. Elle roule et titube jusqu'en bas et parvient enfin à retrouver la civilisation juste au moment où une voiture arrive. Mais apparemment, le conducteur ne l'a pas vue et elle finit par perdre connaissance quand elle arrive au bord de la route. Quelque temps plus tard, un véhicule arrive et manque de la renverser. Mais cette fois, le conducteur s'arrête, la soulève enfin et l'emmène directement à l'hôpital. Ça fait 2 skieurs en moins et nous avons bien une survivante. Et pour conclure, il semble que la piste pour débutants aurait été beaucoup plus sûre finalement. Frozen 2010. Bordel, mais à quoi pensaient ces jeunes? À mon avis, tout était de leur faute. Ouais, je crois bien. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait les choses différemment dans ce scénario. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et consultez la playlist de Comment battre pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!